Les rumeurs de drones occidentaux ont traversé le Sahel comme une détonation sèche. Pour des chancelleries lointaines, ce n'est qu'un signal parmi d'autres, mais pour les soldats épuisés et les quartiers populaires de Ouagadougou, c'est déjà l'odeur d'une guerre annoncée. Quand le ciel d'un pays devient un tableau de commande à distance, ce sont l'honneur, la souveraineté et la mémoire des luttes africaines qui sont visées, et Ibrahim Traoré le sait trop bien. Dans ce paysage chargé d'ombres et de calculs, une question demeure pour toute la région. Jusqu'où le Burkina Faso pourra-t-il tenir tête sans plier? L'escalade autour du Burkina Faso ne se limite plus à une affaire de rumeurs stratégiques. Elle devient une épreuve grandeur nature pour mesurer jusqu'où un État africain peut défendre son espace souverain face à des puissances qui disposent de moyens technologiques supérieurs. Derrière les discours officiels, un enjeu clair se dessine: comprendre comment d'un pays placé au cœur du Sahel peut préserver la maîtrise de son ciel alors que les rapports de force semblent, sur le papier, totalement déséquilibrés. Cette tension soulève un risque concret pour toute la région, car une violation aérienne n'est jamais un simple incident technique. Elle peut déclencher des réactions en chaîne, toucher les alliances et remodeler l'équilibre fragile entre sécurité intérieure et pression extérieure. Le public qui observe cette situation n'a pas seulement besoin d'une chronique politique, mais d'un décryptage précis de ce que signifierait à court terme une intervention étrangère, même limitée, dans un pays qui a déjà rompu avec ses partenaires historiques. Et si le premier signal venait justement d'un drone que personne n'attendait? Deux éléments, jusque-là considérés comme anecdotiques, ont subitement changé l'équation régionale: la circulation persistante de rumeurs concernant des drones occidentaux opérant à proximité du Burkina Faso et la montée rapide des dépenses militaires nationales, passées d'environ 200 à près de 400 millions de dollars en un an. Ces deux données, apparemment indépendantes, forment en réalité la matrice du bras de fer actuel. Elles dévoilent comment une confrontation envisagée dans le ciel du Sahel pourrait remodeler l'ensemble des dynamiques politiques et sécuritaires de la zone. Dans les rues de Ouagadougou, ce climat de tension ne surgit pas dans le vide. Depuis 2022, la chute de l'ancien régime et l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré ont redéfini les paramètres fondamentaux du pays: expulsion des troupes françaises, arrêt des missions occidentales et affirmation ouverte que toute ingérence serait interprétée comme une déclaration hostile. Ce renversement a entraîné une série de causes et de conséquences qui s'emboîtent: rupture des alliances traditionnelles, nécessité d'autonomiser la défense, investissement massif dans l'équipement aérien, crispation accrue de l'Occident, propagation des rumeurs de drones. Dans cette mécanique, chaque mouvement provoque un contre-mouvement. Le retrait forcé des partenaires extérieurs a créé un vide sécuritaire dans certaines régions, vide immédiatement exploité par des groupes djihadistes. Leur pression croissante a renforcé la perception d'urgence au sein du pouvoir burkinabé, ce qui explique la hausse des dépenses militaires et les préparatifs contre d'éventuelles incursions aériennes. En parallèle, la recherche active d'alliances panafricaines avec le Mali et le Niger répond au besoin de reconstituer une profondeur stratégique que les partenariats d'hier assuraient autrefois. Le paradoxe est là: plus le pays affirme sa souveraineté, plus l'environnement externe réagit, générant un enchaînement d'effets que peu avaient anticipés. Et c'est précisément ce faisceau de causalité qui va déterminer la suite du dossier burkinabé dans les mois à venir. Pour comprendre la manière dont la situation actuelle s'est installée, il faut revenir à la trajectoire personnelle d'Ibrahim Traoré, devenu en quelques mois la figure centrale du repositionnement politique et sécuritaire du Burkina Faso. À 36 ans,
Il n'incarne pas seulement une génération militaire rajeunie, il concentre aussi les attentes d'une population convaincue que la défense de la souveraineté n'est plus un luxe mais une nécessité immédiate. Son discours de 2022, où il avertissait que toute ingérence serait perçue comme un acte hostile, a servi de boussole pour l'ensemble des décisions qui ont suivi. Un premier cas emblématique s'est produit après l'expulsion des troupes françaises. Dans certaines zones rurales, l'absence de soutien extérieur a provoqué une brève recrudescence des attaques djihadistes. Cette dégradation, loin de déstabiliser le nouveau pouvoir, a accéléré l'organisation d'unités locales et renforcé la cohésion entre forces armées et populations. Le message était clair: la rupture avec l'Occident n'allait pas être réversible. Un second cas, plus discret mais tout aussi révélateur, concerne les préparatifs techniques autour de la défense aérienne. Lorsque des rumeurs de frappes de drones ont commencé à circuler, les autorités ont intensifié l'entraînement des unités anti-aériennes et diffusé publiquement des images des manœuvres. Ce geste, pensé pour rassurer l'opinion, montrait aussi que le gouvernement se préparait à un scénario longtemps jugé improbable. Dans ces deux situations, la ligne directrice reste la même. Le pays avance malgré les risques. La marge d'erreur demeure dangereusement étroite. Tout commence par une fracture nette dans l'ordre établi. En 2022, l'armée burkinabé renverse le pouvoir en place et ouvre une période où chaque décision devient un geste chargé de conséquences. L'expulsion immédiate des troupes françaises agit comme un signal déclencheur. Les bases étrangères ferment les unes après les autres. Les accords de sécurité hérités de l'ancien régime s'effondrent. Les chancelleries occidentales tentent d'obtenir des garanties, mais le nouveau pouvoir reste inflexible. L'atmosphère se tend. Les premiers doutes circulent dans les capitales européennes. Le Burkina Faso s'éloigne, et personne ne semble capable de l'en empêcher. Le véritable tournant survient lorsqu'Ibrahim Traoré affirme publiquement que toute ingérence, même limitée, sera traitée comme un acte de guerre. Cette phrase fulgurante, prononcée devant les troupes, marque le passage du symbolique au concret. Dans les jours qui suivent, les rumeurs de drones occidentaux apparaissent dans plusieurs rapports internes. Rien n'est confirmé, mais la possibilité suffit pour déclencher une réaction immédiate. Les unités aériennes sont mobilisées, les chaînes de commandement sont réorganisées. Le pouvoir veut montrer qu'il ne reculera plus. La montée au cœur du chaos Trao s'observe dans trois séquences successives. D'abord, la coordination avec le Mali et le Niger s'intensifie. Les trois pays, désormais liés par un pacte de sécurité, multiplient les exercices conjoints. Leur message commun se cristallise. L'ère des interventions étrangères sans consentement africain appartient au passé. Ensuite vient la dimension intérieure. Dans plusieurs régions rurales, les groupes djihadistes profitent du vide laissé par les forces occidentales pour multiplier les incursions. Ces attaques créent une pression supplémentaire sur le gouvernement burkinabé, qui doit simultanément renforcer sa défense aérienne et stabiliser les fronts terrestres. Enfin, la scène diplomatique s'embrase. Certains États occidentaux reprochent ouvertement à Traoré sa ligne trop dure, tandis que d'autres redoutent un basculement durable de la région vers de nouveaux partenaires, dont la Russie. Le sommet de la tension s'exprime lorsque le gouvernement diffuse des images d'entraînement anti-drone. Ces séquences, largement relayées par les médias nationaux, montrent des unités en formation, des radars mobiles déployés en plein Sahel et des simulations d'interception. Cette démonstration n'est pas qu'un geste technique, elle constitue une réponse politique aux menaces perçues. Elle fait comprendre que si un drone franchit l'espace aérien burkinabé, il sera traité comme un intrus hostile.
À ce moment précis, la possibilité d'un affrontement direct cesse d'être théorique. Puis viennent les Duchamps, plus silencieuses mais cruciales. Dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, des manifestations de soutien au gouvernement se multiplient. Les discours sur la souveraineté prennent un écho nouveau. Mais cette mobilisation populaire ne dissipe pas les inquiétudes. Les expertes sécuritaires note que près de 20% du territoire échappe encore au contrôle de l'État. Les menaces demeurent, les alliances régionales se consolident, mais la pression extérieure persiste. Les décisions prises aujourd'hui façonnent déjà l'équilibre stratégique des mois à venir. Et dans l'ombre de ces événements, une certitude s'installe. Le Burkina Faso ne reviendra pas en arrière, quel qu'en soit le prix. La transformation du paysage sécuritaire burkinabé se lit d'abord dans un chiffre simple. Avant 2022, les dépenses de défense tournaient autour de 200 millions de dollars, alors qu'elles atteignent près de 400 millions en 2023, soit une hausse qui traduit une urgence stratégique accrue. Cette progression n'est pas qu'une courbe budgétaire. Elle marque le passage d'un appareil militaire dépendant à une structure contrainte de s'autonomiser rapidement dans un environnement hostile. Derrière cette évolution, Ibrahim Traoré cherche à démontrer que la souveraineté ne peut exister sans un investissement soutenu dans les moyens de protection du territoire. Le second indicateur clé concerne les acquisitions en matière de défense aérienne, notamment les systèmes anti-drones, intégrés progressivement après la diffusion des premières rumeurs d'incursions occidentales. Ces capacités nouvelles ne représentent pas seulement un gain technique, elles signifient que le pays tente d'anticiper un type de menace que les doctrinaires africains n'avaient que rarement envisagé jusqu'ici. Pour les spécialistes régionaux, cette adaptation rapide montre que le Burkina Faso a compris que la supériorité technologique adversaire ne doit pas être subie mais contrecarrée, même à coûts inégaux. Le troisième chiffre éclaire la dimension régionale. Après la signature du pacte de sécurité avec le Mali et le Niger, certaines zones frontalières ont enregistré jusqu'à 20% de réduction des incursions djihadistes selon les analyses relayées dans le pays. Ce recul relatif n'a rien d'un apaisement durable. Il constitue néanmoins un indicateur d'efficacité des opérations coordonnées menées par les trois armées. Cette baisse illustre surtout la logique de Traoré: compenser la perte de partenariats occidentaux par une nouvelle architecture d'entraide africaine. À l'intérieur du pays, ces dynamiques quantitatives ont produit des effets tangibles. L'augmentation du budget militaire a permis d'équiper plusieurs unités locales et de renforcer la présence de forces régulières dans des zones longtemps vulnérables. Les habitants perçoivent cette évolution à travers une amélioration ponctuelle de la sécurité dans certains villages, même si les risques restent élevés. L'introduction de technologies anti-drones a aussi eu un effet symbolique en rassurant une partie de la population qui craignait que le pays ne puisse réagir face à une éventuelle attaque aérienne. Quant à la réduction partielle des attaques dans les zones frontalières, elle a redonné un minimum de marge opérationnelle à l'État, qui en manquait cruellement. Cependant, ces progrès mesurés ne doivent pas masquer les contraintes profondes auxquelles le Burkina Faso reste confronté. Près de 20% du territoire se trouve encore sous contrôle d'acteurs armés, et l'armée nationale, malgré les efforts récents, demeure engagée sur trop de fronts simultanément. Les chiffres révèlent également une autre réalité. Le doublement des dépenses militaires absorbe une part croissante du budget national, ce qui limite la capacité de l'État à mener des politiques sociales ou économiques structurantes. Ce déséquilibre, imposé par la nécessité, maintient une fragilité persistante. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré avance sur une ligne étroite: prouver que l'augmentation des moyens et la recomposition des alliances peuvent produire des effets visibles tout en acceptant que les résultats restent partiels et réversibles.
Les données disponibles le montrent clairement. Le pays progresse, mais chaque avancée dépend d'un équilibre précaire, constamment menacé par la pression extérieure autant que par l'instabilité interne. La première thèse, défendue par une partie du public africain et par plusieurs analystes panafricanistes, affirme que la ligne dure adoptée par Ibrahim Traoré représente une nécessité historique. Selon cette perspective, le Burkina Faso n'avait plus le choix. Soit il continuait de dépendre d'alliés occidentaux dont les résultats sécuritaires étaient jugés insuffisants, soit il assumait une rupture radicale pour reprendre le contrôle de son territoire. Les partisans de cette approche soulignent que l'expulsion des troupes étrangères a ravivé une fierté nationale longtemps endormie et qu'elle a permis d'esquisser un modèle alternatif fondé sur des alliances africaines comme le pacte signé avec le Mali et le Niger. À leurs yeux, cette stratégie n'est pas seulement une option militaire, mais une réaffirmation de l'autodétermination africaine. La thèse opposée, défendue largement au sein de la communauté internationale, insiste sur les risques majeurs engendrés par cette rupture. Pour ces observateurs, la fin des coopérations occidentales a laissé un vide sécuritaire dont les groupes djihadistes ont immédiatement profité. Ils mettent en avant l'augmentation des attaques dans certaines zones rurales après 2022 et craignent qu'un isolement diplomatique renforcé n'aggrave encore la fragilité du pays. Selon eux, l'économie burkinabé, déjà fortement dépendante des importations et des ressources externes, ne pourra supporter indéfiniment les sanctions potentielles, ni le coût croissant d'une militarisation accélérée. Cette vision repose sur une crainte structurelle qu'un pays soumis à une pression multiple, sécuritaire, économique, diplomatique, s'effondre avant de pouvoir consolider ses propres institutions. La réponse fondée sur les données du terrain nuance ces deux positions. Les faits montrent en effet une réalité biface. Si l'expulsion des forces occidentales a entraîné une poussée initiale des attaques, certaines zones frontalières ont ensuite enregistré une baisse d'environ 20% des incursions djihadistes grâce aux opérations coordonnées avec le Mali et le Niger. Le doublement des dépenses militaires a également permis de stabiliser ponctuellement plusieurs régions vulnérables. Ces résultats, même partiels, indiquent que la stratégie de Traoré ne peut être réduite à une simple fuite en avant ou à une victoire idéologique. Elle produit des effets concrets, mais exige une endurance politique constante pour éviter que les fragilités internes ne reprennent le dessus. Depuis plusieurs semaines, un phénomène discret mais déterminant s'est imposé dans les discussions sécuritaires. La menace de drones occidentaux n'est plus seulement une rumeur, elle est devenue un paramètre opérationnel pris en compte dans les réunions stratégiques du Burkina Faso. Ce glissement, presque imperceptible au début, a réécrit la manière dont les autorités conçoivent la protection du territoire. L'ennemi potentiel n'est plus au sol, il se situe désormais dans une zone aérienne où l'erreur peut être instantanée et irréversible. Cette évolution a aussi redéfini le rôle politique d'Ibrahim Traoré. Jusque-là perçu comme un chef militaire cherchant à restaurer la souveraineté, il se retrouve désormais au cœur d'un débat plus large, celui de savoir si une nation africaine peut affronter une menace technologique sans plier. Le midpoint n'est donc pas un événement, mais une bascule. Le pays n'agit plus pour éviter une attaque hypothétique. Il organise sa défense comme si cette attaque avait déjà commencé ailleurs, chez ses voisins, dans les discours diplomatiques, dans les signaux faibles du Sahel. À partir de ce point, chaque décision du gouvernement acquiert un poids nouveau. Les premières conséquences touchent directement l'appareil d'État, qui doit fonctionner dans un environnement marqué par la pression extérieure et l'urgence sécuritaire. L'expulsion des forces occidentales a obligé les institutions à réorganiser entièrement leur réseau de renseignement,
leur logistique et leur schéma d'intervention. Cette reconfiguration demande une coordination constante entre armée, gouvernement et administration locale, ce qui renforce la centralisation des décisions. Toutefois, elle met aussi en lumière un paradoxe tenace. Pour affirmer sa souveraineté, l'État doit investir davantage dans des secteurs souvent négligés, ce qui accroît la tension budgétaire. La trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré renforce la cohérence stratégique, mais elle repose sur un équilibre financier délicat. Les conséquences pour la population se manifestent dans la vie quotidienne, parfois de manière visible, parfois plus sourde. Dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, les discours sur la dignité nationale alimentent un regain de mobilisation populaire et un sentiment de solidarité face aux pressions extérieures. Pourtant, cette dynamique positive coexiste avec des inquiétudes persistantes. Les habitants des zones rurales continuent de subir la pression de groupes djihadistes qui profitent des transitions institutionnelles pour tester les défenses locales. Certains villages ressentent une amélioration ponctuelle grâce à l'augmentation de la présence militaire, mais la vulnérabilité reste une réalité dans les zones reculées. Les effets économiques sont ambivalents. D'un côté, la croissance a enregistré une reprise de 3% en 2023, signe que le pays parvient à maintenir un socle de stabilité malgré l'isolement diplomatique. Cette tendance montre que certaines réformes internes produisent déjà des résultats mesurés. De l'autre côté, l'économie burkinabé demeure largement dépendante des importations, ce qui la rend particulièrement sensible aux fluctuations internationales. L'augmentation des dépenses militaires, presque doublée depuis 2022, pèse sur les investissements civils, tandis que la perspective de sanctions ou de restrictions commerciales plane sur plusieurs secteurs, notamment les mines. L'équilibre entre souveraineté et viabilité économique reste fragile. Au niveau régional, les conséquences sont encore plus profondes. Le pacte de sécurité signé avec le Mali et le Niger montre déjà des effets tangibles, notamment une réduction d'environ 20% des incursions djihadistes dans certaines zones frontalières. Cette coopération renforce l'idée d'un bloc panafricain capable de résister aux pressions extérieures tout en agissant efficacement contre les menaces communes. Cependant, cette orientation crée une scission géopolitique avec plusieurs États occidentaux, qui voient dans cette nouvelle alliance une remise en cause directe de leur stratégie au Sahel. La région se trouve ainsi partagée entre deux modèles, celui d'une autonomie africaine renforcée et celui d'une coopération internationale traditionnalisée, désormais contestée. Ces conséquences, qu'elles soient politiques, sociales, économiques ou régionales, convergent vers une même réalité. Le Burkina Faso avance dans une direction nouvelle, mais chaque pas redéfinit les lignes de tension. Aucune de ces évolutions n'est isolée. Elles s'alimentent les unes les autres et imposent une vigilance constante. Dans le scénario de base, le Burkina Faso poursuit sa trajectoire actuelle sans rupture majeure. Les alliances avec le Mali et le Niger se consolident suffisamment pour maintenir une coordination militaire régulière, ce qui permet de stabiliser certaines zones frontalières. Les dépenses militaires, en hausse depuis 2022, continuent de peser sur le budget national, mais l'État parvient à préserver un minimum de services essentiels. Les tensions avec l'Occident demeurent toutefois sans déboucher sur une confrontation ouverte. Dans ce schéma, la situation reste tendue mais gérable, à condition que les forces de sécurité burkinabées maintiennent leur cohésion et leur capacité opérationnelle. Le scénario optimiste entrevoit une amélioration progressive sur plusieurs fronts. La coopération régionale devient plus fluide, amplifiant la réduction déjà observée des incursions djihadistes dans certaines zones.
Les investissements en défense aérienne portent leurs premiers fruits, rassurant la population et dissuadant toute incursion étrangère. Les relations internationales, bien que tendues, s'ajustent à une nouvelle réalité géopolitique où le Burkina Faso affirme son autonomie tout en évitant un isolement complet. L'économie, portée par une croissance de 3% en 2023, amorce une reprise plus nette si les tensions se réduisent. Ce scénario suppose toutefois une stabilité interne que les mois récents n'ont pas toujours permis de garantir. Le scénario pessimiste imagine une détérioration simultanée de plusieurs paramètres. L'intensification des attaques djihadistes dépasserait les capacités des forces nationales, déjà dispersées sur de multiples fronts. Une pression diplomatique accrue de certains États occidentaux pourrait se transformer en sanctions ciblées, affectant directement les secteurs clés, notamment le minier. Dans ce contexte, la hausse continuelle des dépenses militaires fragiliserait davantage un budget national déjà contraint, provoquant des tensions sociales. Ce scénario, bien que non inévitable, reste plausible si les dynamiques actuelles se renversent brutalement. Ces trois trajectoires ne constituent pas des prédictions, mais des cadres de lecture permettant d'anticiper les tensions futures. La clé réside moins dans les événements eux-mêmes que dans la manière dont ils seront interprétés et gérés par le pays. Pour les jeunes burkinabés, la crise actuelle n'est pas seulement une succession de décisions politiques ou de repositionnement militaire. Elle devient un miroir dans lequel chacun cherche son rôle. Beaucoup d'entre eux voient dans les événements récents une occasion rare de réinventer la place de leur pays et de rompre avec des décennies de dépendance stratégique. Cette dynamique nourrit un sentiment d'appropriation inédit, participer à la sécurité, soutenir les initiatives locales, défendre une souveraineté devenue visible dans chaque débat public. Pourtant, elle exige aussi une vigilance constante face au risque de surchauffe émotionnelle et de polarisation. Les acteurs économiques, eux, ressentent la situation de manière plus ambivalente. D'un côté, la stabilité relative observée dans certaines régions offre des opportunités de réorganisation, notamment pour les secteurs essentiels comme l'agriculture ou le commerce local. De l'autre, l'incertitude géopolitique, les tensions diplomatiques et l'augmentation du budget militaire font peser des risques sur les chaînes d'approvisionnement et les investissements. Pour ces professionnels, le défi consiste à maintenir un cap prudent sans céder à la paralysie, en adaptant progressivement leurs activités aux mutations en cours. Quant aux observateurs internationaux et membres de la diaspora, ils lisent dans cette situation un test majeur pour les modèles politiques africains. Beaucoup s'interrogent sur la capacité d'un pays à assumer une rupture aussi nette tout en préservant sa cohésion interne. Ils suivent de près les évolutions sécuritaires, mais aussi les signaux envoyés par les alliances régionales. Pour eux, le débat dépasse largement le seul Burkina Faso. Il éclaire une question plus profonde concernant l'avenir des souverainetés africaines. Au croisement de ces trois regards, une idée demeure utile: réduire la vitesse du bruit, augmenter la qualité de l'attention. La première étape consiste à stabiliser la défense aérienne, un axe déjà amorcé mais qui doit être structuré davantage. Le gouvernement fixe l'objectif d'opérationnaliser pleinement les unités anti-drones dans les 6 prochains mois. L'armée burkinabé renforce la formation spécialisée, tandis que les partenaires régionaux fournissent un appui logistique ponctuel. Ce progrès se mesurera par la capacité à détecter et intercepter des incursions simulées, testées régulièrement dans des exercices communs. La deuxième étape vise à renforcer la coordination régionale avec le Mali et le Niger. Dans ce cadre, chaque État s'engage à partager des données de terrain dans un délai plus court afin de réagir plus vite aux mouvements djihadistes. La réussite de cette phase dépendra de la réduction d'attaques dans certaines zones frontalières, évaluées tous les 3 mois.
Ibrahim Traoré veut montrer qu'une architecture sécuritaire africaine peut tenir sans tutelle extérieure. La troisième étape porte sur la réorganisation interne de la sécurité locale. Les forces existantes doivent être redistribuées pour protéger les régions les plus vulnérables, tout en maintenant la présence dans les centres urbains. Cette redistribution s'effectuera en plusieurs vagues selon les besoins opérationnels observés sur le terrain. L'efficacité se vérifiera à travers la baisse des incidents signalés dans les villages précédemment exposés. La quatrième étape concerne la cohésion sociale. Le gouvernement, en collaboration avec les autorités communautaires, lance un programme de sensibilisation destiné à réduire la désinformation et à renforcer la confiance entre civils et forces armées. Le succès sera perceptible si les tensions locales diminuent et si les actes de coopération augmentent. Chaque étape suit une logique simple: avancer prudemment, mesurer chaque progrès, corriger rapidement les dérives. Dans les derniers mois, l'image des unités locales en entraînement que l'on avait aperçue lors des préparatifs anti-drones est devenue un symbole silencieux de la détermination burkinabé. Ces scènes, d'abord perçues comme de simples exercices techniques, ont fini par incarner quelque chose de plus profond: la capacité d'un pays à se rassembler lorsque les repères vacillent. Elle rappelle que la souveraineté n'est jamais un slogan, mais une somme d'efforts quotidiens menés par des soldats, des habitants et des institutions souvent mis à rude épreuve. Pour beaucoup, cette cohésion fragile reste le cœur vivant de la trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré. Les pressions extérieures persistent, les menaces internes demeurent, mais le pays avance avec ses hésitations et sa volonté farouche de tenir debout. Le rappel de ces entraînements, de ces silhouettes concentrées sous un soleil dur, éclaire une vérité simple: chaque geste, même modeste, contribue à maintenir la ligne. À l'heure où l'avenir reste incertain, une conviction se dégage pourtant: la résistance donne un sens durable au courage. Dans un contexte où chaque décision politique semble peser plus lourd que la précédente, le Burkina Faso redécouvre aussi la force tranquille des liens sociaux. Les débats autour de la souveraineté, des alliances régionales et de la sécurité quotidienne ne se limitent plus aux institutions. Ils traversent les familles, les marchés, les universités et les rues de Ouagadougou. Cette circulation des idées, parfois vive, parfois hésitante, dessine une nouvelle manière d'appartenir à une nation en transformation. Elle montre qu'un pays ne tient pas seulement par ses stratégies, mais aussi par l'attention que chacun porte à ce qui l'entoure. Dans cette dynamique, s'informer, comparer les points de vue et rester attentif aux signaux faibles devient un geste de participation à part entière. Chaque perspective partagée, chaque discussion ouverte contribue à mieux comprendre les enjeux et à renforcer la solidité collective. Alors, face à une situation qui redéfinit le Sahel comme rarement auparavant, une question demeure: quelle place chacun souhaite-t-il occuper dans l'avenir qui se prépare?